Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis accompagné par Delphine. Salut Delphine. Salut Internet. Alors Delphine, est-ce que tu veux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent ? Donc moi c'est Delphine, si vous écoutez Pragmastic, l'autre podcast du réseau. Vous me connaissez peut-être un petit peu. Je joue aux jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Et dans la vraie vie, je suis UX, UI designer. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de en quoi consiste ce métier ? En gros, on va dire que je suis là pour concevoir des interfaces pour les utilisateurs. Et l'idée, c'est d'imaginer l'expérience et le parcours qui soit le plus simple, efficace, intuitif et attractif aussi possible. Ok. Eh ben, écoute, ça tombe très bien puisque c'est un petit peu le sujet que nous allons aborder dans cette émission. Ça alors. Incroyable. Donc, ce mois-ci, ce dont nous allons parler, c'est en ouverture, on va parler de cette vidéo qui date de septembre 2019 sur YouTube par le vidéaste qui s'appelle Rasbuten et qui s'intitule What Games Are Like for Someone Who Doesn't Play Games. Est-ce que tu connais cette vidéo ? Oui, du coup, j'ai regardé. Et c'était une Alors, expérience assez intéressante. oui, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, donc Rasbuten avec un Z. C'est vraiment intéressant. Le vidéaste part du moment où sa compagne a voulu jouer à Hollow Knight et ça lui a donné l'idée de faire un petit peu un journal de bord de la découverte des jeux vidéo et dont fait l'expérience sa femme à travers divers titres et quels obstacles elle rencontre auxquels on pouvait s'attendre et auxquels on ne s'attendait pas. Et quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai été vraiment fasciné par ce qui était présenté parce que, comme toi, je joue aux jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Moi, ça fait, du coup, si on veut donner des chiffres, ça fait 30 ans que je joue à des jeux vidéo. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que parfois, il y a besoin d'un sacré bagage pour pouvoir faire face à un titre. Mais je me disais aussi que la désorientation totale heu, qu'affrontait cette femme devant, certains des titres qui lui étaient proposés, c'était quelque chose, par rapport à quoi je me sentais un petit peu à l'abri. Pas forcément, par vanité ni par orgueil, mais simplement parce que j'ai quand même joué à beaucoup de jeux très différents et ça fait longtemps que je me suis pas senti perdu en lançant un jeu, et du coup, voilà, c'était quelque chose dont je me disais: «C'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le comprendre, mais c'est quelque chose de lointain pour moi». Je sais pas ce que ça t'a évoqué toi de regarder la vidéo? Pour être franche, je pensais comme toi jusqu'à jouer à Killer 7 il y a très peu de temps. Hem Après, dans justement, ce que je fais comme métier, on essaye, alors c'est pas l'idée de se mettre à la place d'utilisateur, mais plutôt d'essayer de comprendre comment un utilisateur peut réagir et rien que pour ça, c'est super intéressant de voir un petit peu cette espèce de courbe d'apprentissage, de la femme, du vidéaste. Alors,
Killer 7, donc c'est, le sujet d'un épisode récent de Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Est-ce que tu veux, faire un très rapide résumé du jeu et de ce que toi tu as rencontré comme difficulté avec? Alors ça va être, assez difficile à résumer. C'est un jeu qui se veut un petit peu, expérimental dans le fond. L'auteur du jeu, je pense qu'on peut dire que c'est un auteur, a essayé de faire quelque chose pour le coup, de très accessible, en se disant: «OK, on a un jeu avec, on a une DA comme ça, on a un gameplay très, très simple. Tu vas appuyer sur le bouton A pour avancer, un bouton B pour te retourner. Tu vas tirer sur des ennemis, tu vas pouvoir les scanner, Il y a en fait pas beaucoup de possibilités de jeu, mais la façon dont c'est agencé et la façon dont c'est amené, ne serait-ce que dans le niveau, tutoriel, a fait que enfin voilà, les 2 premières heures de jeu, j'étais complètement décontenancée. J'arrêtais pas de me dire que c'était un enfer. Mais une fois que ces 2 heures-là étaient passées, j'avais, je pense, acquis la grammaire du jeu et là, ça roulait. Mais pendant 2 heures, je me Mmh. sentais complètement démunie. Ah oui, bah, je les ai vus sur Twitch ces 2 heures et effectivement c'était compliqué. C'était compliqué, on sentait que, le jeu, que moi j'aimais résumer, à, 50 Tetris, 50 Doom, 100 claqué au sol. Bon, c'est pas exactement ça, mais du coup, ça avait un petit peu confirmé mon biais au moment où je l'avais vu. C'est Hem, un jeu qui s'apprécie, manette en main, mais pas tout de suite. ouais. Et ben, j'ai eu une expérience, très similaire assez récemment quand j'ai joué à Astral Chain sur, Switch. Donc Astral Chain, jeu d'action, de Platinum Games sorti à l'été 2019. Un jeu où on incarne, un flic du futur qui doit sauver l'humanité contre, une invasion interdimensionnelle en utilisant des envahisseurs interdimensionnels subjugués et aux ordres de la police qu'on appelle des légions et où en fait, le gameplay est basé sur, la coopération entre, ton personnage de policier et la légion, qui est sous ses ordres et le truc c'est que, au départ, on n'a pas de légion au tout début du jeu et je me disais: «Mais, pourquoi c qu'est-ce pourquoi c'est ces boutons-là pour attaquer et pas les boutons, auxquels j'ai l'habitude? Pourquoi est-ce que je peux faire tellement peu de choses? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et puis après le didacticiel, après le premier niveau, on récupère les légions et là, le jeu s'ouvre et on est face à un jeu, qui est vraiment, une bonne expérience de jeu, moi je vous le recommande. Le dernier boss, c'est un peu du foutage de gueule, mais mis à part ça, l'expérience, jusque-là est vraiment chouette et en fait, la grande particularité de Astral Chain, c'est que on contrôle les, 2 personnages en même temps, le policier et la légion et pour ce faire, eh bien, il y a un système de commande, vraiment particulier où le stick gauche de ta manette va servir à contrôler le policier et il va y avoir un bouton de contrôle de la légion et quand ce bouton est enfoncé, le stick droit ne sert plus à contrôler la caméra, mais à contrôler la légion. OK. Et donc tu peux déplacer les 2 personnages en même temps avec tes 2 sticks et ça crée des situations un petit peu cocasses. Par exemple, c'est un jeu où tu ne peux pas sauter, mais par contre, tu peux faire léviter ta légion jusqu'à la plateforme suivante et faire une manip pour que ton personnage tire sur la chaîne, à la fois métaphorique et physique qui les relie et d'où le titre du jeu. Et en tirant sur la chaîne, le policier est attiré vers la Légion sur la nouvelle plateforme. Ce qui veut dire que c'est un jeu où pour sauter, au lieu d'appuyer sur un bouton, il faut manipuler 2 sticks et une gâchette et encore appuyer sur un bouton avec la gâchette déjà enfoncée. Tout de même. Tout en étant dans des situations de combat, dans des arènes, de type Platinum, donc ça va vite, les erreurs sont sanctionnées, parfois sans merci. C'est, heu, c'est vraiment raide. Et ben, c'était vraiment quelque chose de déroutant pour moi. J'arrêtais pas d'appuyer sur, Y sur ma manette de Switch pour mettre des coups, alors que le bouton ne fait pratiquement rien, avant assez tard dans le jeu et je me suis pris des sacrés, branlées, dans les premiers combats à cause de ça et du coup,
ça m'avait refait penser à cette vidéo de Rasputin et je me suis dit: «Ah ben ça y est, je suis la femme de Rasputin. Hashtag, je suis madame Rasputin» et ça m'a inspiré donc ce dont on va parler dans cet épisode, à savoir, comment les jeux nous conditionnent à associer, certains boutons de la manette à certains types d'actions et quelles, habitudes ça nous fait prendre et pourquoi ces habitudes, parfois, jouent en notre défaveur. J'ai un exemple très rigolo, que j'ai, si je puis me Eh ben, permettre, vas-y. souvent, Vas-y. enfin, on en rigole assez souvent. C'est très, très vieux, ça date de Metal Gear Solid 2 si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était un Metal Gear et sur les forums, là, c'était un forum, sur Gamecult, il y avait un mec qui avait fait un topic en expliquant qu'il arrêtait pas d'acheter des Metal Gear Solid 2 qui étaient défectueux. Parce qu'en fait, il arrivait jamais à passer l'écran d'accueil pour pouvoir commencer à jouer. Et en fait, c'était tout con, c'est parce que sur les jeux, à la japonaise, pour valider, tu sur rond et pour aller en arrière, tu appuies sur croix. Alors que nous, c'est l'inverse en occident et c'est Exact. Exact. ça me restait en tête, je pense que je m'en souviendrai un petit peu toute ma vie de cette histoire. Oui, ben, en plus, c'est, quelque chose que tu retrouves aussi, d'un constructeur à l'autre puisque, si on considère les 4 boutons, disposés en losange, à droite d'une manette, standard, sur Xbox et sur les PlayStation, occidentales, c'est le bouton du bas pour valider et le bouton à droite pour retourner en arrière, mais sur les consoles Mmh. Nintendo, c'est le bouton à droite pour retourner en arrière et le bouton pour valider et le bouton du bas pour retourner en arrière. Ce qui fait que, vu que les noms des touches sont inversés sur une manette Xbox et sur une manette Nintendo, c'est toujours A pour valider et toujours B pour repartir en arrière, mais le geste qu'on fait avec son pouce n'est pas le même. Et tu vois, c'est Ouais, exactement le c'est genre de ça. choses dont je voulais qu'on parle dans cette émission. Euh, un truc, par exemple, qui m'avait marqué à l'époque, c'était quand j'avais joué à Burnout 2 sur GameCube. C'était pas un des premiers jeux de course auxquels j'avais joué, mais c'est une des premières fois depuis longtemps que je m'étais intéressé de près à un jeu de course. Et du coup, j'avais loupé une bonne partie de l'histoire des jeux de course. Et j'avais été très perturbé de voir que dans Burnout 2, eh ben, on accélère avec les gâchettes, mais Les on n'accélère gâchettes. pas avec les boutons de face. Par contre, si je dis pas de bêtises, les freins à main, ça reste toujours, sur rond ou quelque chose comme ça. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu Ouais. de course, mais Ah bah, ça, ouais. Moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui m'avait marqué. De la même manière, la Nintendo 64 était vraiment passée par là après GoldenEye et Perfect Dark, et tout à coup, tous les jeux de tir qui sont sortis après, c'était pareil, c'était les gâchettes pour tirer, et non plus des boutons comme dans des jeux de tir qu'on pouvait avoir avant GoldenEye 007 et Perfect Dark sur Nintendo 64. Et c'est pareil, c'est vraiment des évolutions qui ensuite deviennent des standards. mmh mh. C'est un petit peu vu dans la vidéo de Rasputin. Le stick droit, quand il apparaît sur la première PlayStation avec la manette DualShock, il sert pas souvent à manipuler la caméra. Et c'est quelque chose qui est apparu finalement avec la génération Xbox 360 PS3. C'était pas du tout automatique avant cette génération-là. Ouais, bah, c'était pareil là quand on avait essayé, pour Brainmastic, de rejouer à Syphon Filter, en tout cas pour moi à rejouer, c'était assez compliqué de se remettre, dedans et de se dire: «Merde en fait, ce stick-là il va pas me servir à ça». Ouais, ouais, c'est très perturbant et c'est pareil, c'est une des difficultés que j'avais eues en jouant à Astral Chain. Et, et le truc, c'est que ben, ensuite, ça a plein de ramifications. Par exemple, dans le monde merveilleux des jeux de baston, on dira un petit coucou à Simon pour ce passage. Mais tu vois, par exemple, Street Fighter 4, ouais, c'est le jeu qui m'a fait acheter une Xbox 360. Donc Street Fighter 4, j'y ai joué pratiquement tous les jours pendant 5 ans, avec une manette. Et du coup, j'ai développé mon style de jeu et mes habitudes sur la manette de Xbox 360.
Je sais encore faire des combos quand j'ai une manette dans les mains sur Street Fighter 4. Je dis pas que j'ai un niveau extraordinaire, mais je sais ce que je fais. Et tu me mets un stick arcade entre les doigts qui est vanté comme étant le nec plus ultra du système de contrôle pour un jeu de combat. Et là, je suis paumé. Avec un stick, je fais plus rien. Je me bats contre la position des boutons. Je me bats avec ma mémoire musculaire pour réussir à appuyer la touche que je veux pour faire le coup que je veux. Je me bats avec le stick que je tiens pas que je tiens avec toute ma main et non pas juste avec mon pouce pour faire les quarts de cercle et les autres manipulations. Et du coup, pour moi, c'est une corvée de jouer avec un stick, alors que tout le monde dit que... Enfin, l'opinion a un petit peu changé maintenant, mais pendant très longtemps, l'opinion majoritaire, ça a été vraiment de dire, ouais, le stick arcade, c'est l'outil pour jouer à des jeux de combat en 2D, de la même manière que clavier-souris, c'est l'outil de choix pour jouer à des jeux de tir, à la première personne surtout. Et, euh, et de la même manière, ben, moi, comme je suis un joueur de console avant tout, quand, euh, quand j'ai joué à Doom 2016 sur mon PC, bah, ça m'a fait très drôle de devoir de nouveau essayer de viser avec la souris, tirer avec le clic, bouger avec ZQSD. C'est des choses que je sais faire, mais que je fais pas très souvent. Et du coup, bah, tu Alors vois, que moi, Paul, c'est l'inverse. ouais. Enfin, pareil, moi, je suis plutôt une joueuse PC ce type de jeu-là. Et ouais, tu me mets devant un GoldenEye, un Time Splitters. Je sors des vieilles gloires, hein, mais je suis pas très au fait des nouveaux FPS sur console. Mais même un TPS console où tu vas me demander de viser, je vais toujours avoir un temps d'adaptation assez long. Alors que sur les FPS, je me débrouille, je vais pas dire plus que bien, mais je me débrouille très bien. Ben oui, ben je comprends bien, hein. Tu vois, par exemple, dans l'épisode de Pragmastic sur Doom 2016, un épisode dont il paraît qu'il n'apporte pas grand-chose, mais ça, ce sera à vous de décider. Paul dit qu'il a fait le jeu à 100% en à peu près 6 heures. Moi, j'ai passé 25 heures sur le jeu, j'ai vu une fin, je sais pas où sont les trucs qui me manquent et je suis pas sûr d'y remettre les pieds. Non, mon ami sur Fury, c'est Simon qui dit qu'il l'a fini en 5 heures. Moi, je l'ai fini en 20 heures. Bon, je l'ai fini, certes, mais il y a aussi la courbe d'apprentissage. Il y a des gens qui apprennent très vite. Certaines personnes, tu vas leur mettre un jeu de baston devant eux, quelle que soit la façon dont le jeu de baston est fait, ils vont tout de suite choper les mécanismes. Moi, ça n'arrivera pas. Bah, je suppose que ça dépend un petit peu aussi de à quel point le jeu en question est raccord avec la manière de faire des autres jeux du genre. Parce que, pour reprendre l'exemple des jeux de baston, euh, tu vois, des jeux Arc System Works comme des BlazBlue, des Guilty Gear ou Dragon Ball Fighters, moi, avec mon expérience de Street Fighter, je suis pas forcément à l'aise avec tous les systèmes, mais Tu comprends où j'arrive ils à un veulent en venir. niveau, voilà, je comprends où ils veulent en venir et j'arrive à un niveau où j'ai l'impression que je sais ce que je fais. En revanche, sur le PSN Plus, là, ils ont offert le mois dernier Virtua Fighter 5, un jeu de baston en 3D avec 3 boutons, coup de poing, coup de pied, garde. Et j'ai regardé la liste des coups d'un personnage et j'avais l'impression de lire les cheat codes dans Console Plus dans les années 90, quoi. C'est un Konami code. C'est ça, c'est un Konami code par coup de base et tu peux faire des combos entre eux si t'as le bon timing. Et du coup, ça change complètement les habitudes et c'est un jeu qui est pas inintéressant, hein, mais où mes réflexes étaient pas forcément au service de mon expérience de jeu. C'était un petit peu déroutant aussi. Et puis il y a aussi les jeux qui ensuite vont avoir des manières de jouer radicalement différentes, hein. Par exemple, tous les jeux musicaux. Je sais pas si toi, t'as eu une période de jeux musicaux. À vrai dire, à part les Rock Band que j'aime vraiment beaucoup, pas tellement. Ah, moi, c'est pareil, j'avais saigné Guitar Hero 3 et 4 entre 2008 et 2010. Et je les avais pas saignés au point de faire Through the Fire and Flames les yeux fermés en faisant du monocycle, comme on peut voir certaines vidéos sur YouTube. Je sais pas si elles existent encore, mais
c'était quelque chose. Mais ouais, c'était très intéressant parce que c'est une manière complètement différente, d'appréhender le jeu et tu vois, sur ma Switch, j'avais pris Voez quand il était sorti, donc l'adaptation du jeu mobile, où, en fait, faut toucher l'écran, au bon endroit, au bon moment, La Wendon? un peu à la Wendan, mais t'as une ligne. T'as une ligne de chute, donc on est à mi-chemin entre Wendan et c'est là que tu vois que je prépare pas l'émission parce que j'ai pas le nom. Le jeu de Konami, là, DJLX, DDR. machin, là. Non, non, pas DDR. Beatmania. Beatmania, C'est voilà. Voilà, On est à mi-chemin entre Wendan et Beatmania OK. sur le gameplay. Mais du coup, il y a. Enfin, il y a un petit peu de level design dans ces jeux-là, et c'est toujours quelque chose qui me fascine parce que tu contrôles pas un personnage et il y a pas d'objectif d'exploration, et pourtant, tu vois que les pistes, elles sont conçues avec la géométrie en tête et le chemin que ça trace, même de manière extrêmement métaphorique. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et alors, t'en as parlé un petit peu, tu vois, et ça va être le cœur de ce dont je voulais parler dans cet épisode. Tu as parlé un petit peu de grammaire vidéoludique quand tu as abordé la question de Killer 7. Est-ce que tu veux parler un petit peu de grammaire vidéoludique? Ouh là, c'est un vaste, je suis pas game designer. J'ai vu pas mal Et, bah, de développement de jeux, mais est-ce que tu te sens à l'aise pour donner une explication résumée de ce que c'est la grammaire vidéoludique? hem, comment on pourrait résumer ça? Disons qu'un jeu vidéo, ça va être composé de plusieurs choses. Tu vas avoir, il y a notamment, par exemple, la boucle de gameplay. On va dire que c'est Mhm, la structure, fondamentale de ton jeu. Ça va être, qu'est-ce que tu dois faire? mhm, Comment tu vas le faire? Et qu'est-ce que tu vas avoir à la fin? Et ça, par exemple, quand tu développes un jeu, si tu l'as pas, ton jeu n'existe pas. mhm, ouais. Hem, Après, il y a aussi comment tu vas gérer, la caméra, comment tu vas gérer les contrôles. Attends, c'est les 3 C, donc c'est, la caméra, les contrôles et les caractères, c'est le personnage. Donc Mhm, c'est vraiment les éléments cruciaux de ton système de jeu. Ça peut être ta caméra qui va être, sur le côté en side scroll, donc si on prend Mario, on va prendre l'exemple le plus simple. Ta caméra, elle est fixe sur le côté, elle va suivre ton personnage. Les contrôles, ben, ça va être, de pouvoir sauter, essentiellement, si je dis pas de bêtises. essentiellement. Lancer des Essentiellement. bouboules si tu veux ou ce genre de choses. Les Et ton carapaces. personnage, voilà, la carapace. Et finalement, ouais, ton personnage, c'est plutôt, voilà, ces choses-là, ce que ton personnage pourra, hem, comment dire? Les actions, ouais, ça, c'est les actions que le joueur pourra faire avec ton personnage. Donc en l'occurrence, voilà, lancer les balles. Ah, je suis allée un petit peu trop loin dans le dans le raisonnement. Non, non, ça me paraît très bien. Et puis, je fais un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra en parlant de 3C. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Je lui fais des gros bisous. Je dis pas son nom exprès. Et ouais, donc la grammaire vidéoludique, donc il y a cet élément-là, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi d'autres éléments où on va avoir plus des choses qu'on retrouve d'un jeu à l'autre. Mmh. Par exemple, la représentation de la santé d'un personnage sous la forme d'une barre rouge ou verte. Mmh. Le fait qu'un baril rouge, en général, c'est un explosif. Euh, voilà, tout ça, ça va être aussi des choses qui vont être intégrées à la grammaire vidéoludique. Et alors, je sais pas, Ça s'appelle j'ai pas de réponse à l'affordance, ça. on va Oui, dire. bah, c'est ce dont j'avais parlé, Voilà. l'affordance. Est-ce qu'on considère que l'affordance, ça fait partie de la grammaire vidéoludique? Alors oui, mais c'est pas si simple parce que, en gros, qu'est-ce que c'est l'affordance? C'est, ton utilisateur, il va être, conscient de certaines choses. En gros, ça va être implicite pour lui. Mais tu Hmm, peux l'amener, de plusieurs façons. Comme tu dis, voilà, un baril dans la vraie vie, ça va exploser. Hem, un bouton vert qui clignote, tu vas avoir envie de le presser, c'est plutôt ce genre de choses. Mais ça peut être culturel aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui font que l'affordance, elle est pas, pour le coup, implicite. Et on peut avoir des petits tricks
pour essayer d'orienter un petit peu. C'est à ça que servent aussi les tutos. C'est en gros, tu vas faire alors, ça s'appelle des signifieurs et en fait, tu vas mettre des indices pour, faire comprendre que, cet élément-là, il est bon pour toi, cet élément-là, il est mauvais pour toi. Là, tu peux sauter, là, tu peux pas, et cetera, et cetera. Mmh. Mmh. Ouais, c'est un petit peu la sémiologie au service de l'expérience de jeu. Ouais. Et oui, on aime dire des mots importants et des mots Ah, fort dense compliqués et des mots avec beaucoup de sémiologie, syllabes. ça y va, Ah, hein. on se fait plaisir. Les Pour champions une de la fois, j'ai l'air fordance, intelligente. ouais. Oh, pour une fois, ouais, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'intelligence et de réflexion dans ce que tu avais à dire. C'est bien Ouais, les aimable. champions de la fordance, c'est Naughty Dog avec les Uncharted, Last of Us, les Ouais, jeux où tout à coup il y a un élément du décor qui a une drôle de couleur et c'est toujours la même couleur et ça veut toujours dire qu'on peut grimper dessus. Euh, il y avait et un truc assez drôle, sur ça, ouais, c'était que, ils avaient fait une conférence et ils avaient montré, bah, il y a du coup cette histoire de en gros, ce qui est jaune, c'est utile pour ton jeu et il y a aussi, des histoires de forme. Heu, En gros, ce qui va être carré et jaune, tu vas pouvoir les utiliser ou tu vas pouvoir, par exemple, l'utiliser comme une couverture ou ce genre de choses. Une caisse, banalement. mm, Tu ce qui est plutôt rond et vert, t'inquiète, il y a pas de souci et dès que c'est un truc un peu, c'était des triangles, des trucs un peu piquants, des choses qui ont pas des formes très naturelles et qui sont plutôt ouais. dans les rouges, bah là, vas-y pas, quoi et c'est plutôt malin, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, ils répètent ça dans tous leurs jeux. Tu as ça dans Uncharted, j'avais carrément oublié, mais en revoyant la vidéo, dans Uncharted, il y avait ça. Après dans les Last of Us, on les Mm. retrouve aussi ces éléments-là. Ouais, ils sont vraiment au fait là-dessus et c'est vrai Mmh. que ça oriente bien l'expérience de jeu pour la rendre fluide et sans prise de tête. Mais tu vois, la notion de grammaire vidéoludique, je trouve qu'elle est vachement importante pour pouvoir parler de jeux vidéo, mais je trouve qu'elle est incomplète. Parce que c'était pas un problème de grammaire vidéoludique pour moi quand j'étais face à Astral Chain. Et je pense que c'était pas tout à fait un problème de grammaire vidéoludique pour toi quand tu étais face à Killer 7. C'était un problème vraiment de la mémoire musculaire sur la manette. Les Un manettes modernes, conditionnement, ouais. maintenant, elles sont toutes faites pareilles. Et, euh, et tu vois, par exemple, quand je joue à Kingdom Hearts, je suis très perturbé parce que le bouton de droite, il sert à sauter et le bouton du bas, il sert à attaquer. Alors que moi, intuitivement, avec ma mémoire musculaire, j'aurais envie que ce soit le bouton de gauche qui serve à attaquer et le bouton du bas qui serve à sauter. Et les Kingdom Hearts, ils font pas du tout comme ça. Je comprends pourquoi ils font pas comme ça, mais du coup, c'est un coup à prendre. Les Devil May Cry, pour attaquer, c'est le bouton du haut. Et ça, c'est un truc qui a fait une barrière entre moi et la série pendant assez longtemps parce que j'étais perturbé par ça. C'est peut-être ça qui m'a gênée. Mais c'est pas impossible. Et je pense que ce conditionnement-là, parler juste de grammaire vidéoludique, c'est pas suffisant. Et pour moi, il faut emprunter pour pouvoir en parler dans de bonnes conditions et pour pouvoir du coup théoriser là-dessus, je pense qu'il faut mettre un nouveau mot sur ce concept. Et donc, c'est ma hot take de l'émission. Je pense que pour pouvoir parler de ce qui se passe dans un jeu quand on appuie sur une certaine partie d'une manette, c'est pas de grammaire vidéoludique qu'il faut parler, mais de solfège vidéoludique. Vraiment l'habitude de savoir que tel geste sur l'instrument va provoquer tel résultat dans le médium. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, je pense que les développeurs qui savent quel est l'air du temps dans le développement du jeu vidéo, hein, si on veut un exemple récent, il suffit de regarder Horizon Zero Dawn et The Legend of Zelda Breath of the Wild pour se dire que il y a un air du temps et il est capté par les équipes de développement. Et du coup, il pourrait y avoir une réflexion plus poussée sur une, euh, une standardisation, alors pas forcément systématique, mais une standardisation un petit peu plus concertée de ce fameux solfège vidéoludique et de se dire que voilà, par convention, tel genre de bouton devrait plutôt mener à tel genre d'action à l'écran et ça éviterait probablement des situations, comme on peut le voir dans la vidéo de Rasbuten, où il faut tout reprendre à zéro à chaque fois, parce que chaque jeu va avoir ses systèmes,
ces petits tics de game design, l'envie de faire des trucs un petit peu uniques avec les boutons et qu'on puisse pas se reposer sur sa seule mémoire musculaire pour pouvoir se lancer dans le jeu. Et du coup, ça pose problème au niveau de la joueuse ou du joueur, puisqu'il faut se taper les tutoriels et c'est chiant. Et en plus, on s'en mêle les pinceaux quand on change de jeu. Moi, j'ai joué à Astral Chain et à Nier Automata à peu près en même temps sur les deux consoles différentes. Et passer de l'un à l'autre, c'était un enfer. Parce que je sortais d'Astral Chain, je mettais Nier Automata, j'appuyais sur les gâchettes pour attaquer. Et ça faisait rien parce que dans Nier Automata, les gâchettes, ça sert à faire les esquives. Je repassais à Astral Chain, je bourrinais les boutons de face pour attaquer et ça faisait rien parce qu'il faut appuyer sur les gâchettes pour attaquer à la place. Et, euh, et Bah, ça, eh ben, avec un peu plus de, avec un peu plus de prise en considération de ce à quoi les gens sont habitués avec leur manette, on pourrait dépasser ce genre de problème, je pense. Notamment parce que déjà, du point de vue de la forme de la manette et de son agencement général, ça a été vachement uniformisé. Donc, on peut faire le pas du ouais, hardware vers le software maintenant, je à part pense. les sticks asymétriques ou non, globalement, les manettes, elles sont assez similaires. Bon, la Switch, c'est encore un cas à part. Mais après, le fait de... Enfin, c'est une règle d'ergonomie normalement assez implicite, le fait de, de recommander que toutes les interfaces soient similaires. De se dire, OK, pour faciliter l'expérience d'utilisateur, ben, on va faire la même chose que les autres. Donc, c'est un frein à la créativité, mais en Mm. soi, ça permet un apprentissage beaucoup plus rapide. Sur un site internet, puisque c'est plutôt ma spécialité, tu vas plus souvent mettre ton logo en haut à gauche, cliquable pour retourner à la page d'accueil. Ça, c'est un standard, comme on en parlait au début. Et sur les manettes, en soi, je pense qu'un des petits problèmes qu'il pourrait y avoir, c'est que tu as des jeux qui rajoutent des couches et des couches. Donc le fait que dans tous les jeux, quand tu veuilles sauter, ce soit sur la croix par exemple, ça pourrait paraître logique, mais peut-être que dans certains jeux, ça limiterait les possibilités. Je sais pas trop. Je suis pas game designer encore une fois, mais Ouais, mais c'est pour ça que je propose pas une uniformisation totale et rigide, mais mm, simplement garder ces choses-là en tête quand on attribue les fonctions aux touches. Je pense que ça pourrait permettre de rendre un petit peu plus perméables certaines frontières, certaines barrières d'entrée aux jeux vidéo pour des gens qui y sont moins habitués, parce que d'un titre à l'autre, ce serait un peu plus facile de s'y retrouver. après tu citais des jeux japonais. Je sais pas si c'est très japonais pour le coup, peut-être. J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête de choses qui changeraient autant sur des jeux plutôt occidentaux. Ce sera quelque chose à creuser, mais ce sera pas à creuser dans cet épisode. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je te remercie infiniment, Delphine, de m'avoir rejoint pour cette demi-heure de discussion. De rien. Est-ce que tu veux dire à nos chers auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Bah, je suis un peu cachée, du coup, vous pourrez me retrouver, pas tout le temps, mais au micro, ben, de Pragmastic avec les aficionados et je stream, enfin, j'essaye de m'y mettre un peu plus sérieusement. C'est ma façon d'essayer de me forcer à jouer de façon un peu plus régulière maintenant, en plus de Pragmastic. Du coup, sur Twitch, Pixel, PIXX3LL, parce que Pixel avec un E, c'était déjà pris. Ça marche. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à écouter l'autre podcast du réseau, Pragmastic, dont parlait Delphine, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Un immense merci à Paul qui permet de, via sa réalisation et sa production, rendre ce podcast audible. Un immense merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Vous pouvez retrouver Hot Takes et Slow Burn sur Twitter et sur Instagram avec le @takesburn. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur le site internet et sur votre podcatcher préféré.
Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve à la prochaine émission. D'ici là, je suis toujours Mytlamite et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Sur Internet.